Chers amis, chers camarades, mesdames et messieurs, nos invités à la fête de l'humanité, je suis très heureux de vous accueillir pour cette intervention un peu exceptionnelle. Excusez pour ma voix. Cette intervention un peu exceptionnelle que nous avons décidé pour nous exprimer sur la situation internationale dont les évolutions sont à nos yeux extrêmement préoccupantes. Aujourd'hui, l'affirmation de la paix est le plus grand des combats. Ces mots, prononcés par Jean Jaurès en janvier 1914, résonnent aujourd'hui en nous avec intensité. D'abord, parce qu'en cette année du centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale, nous ne rendrons jamais assez hommage à celui, fondateur du journal L'Humanité, qui voulait empêcher la grande boucherie et a tenté de le faire jusqu'à son dernier souffle. Ces mots résonnent en nous parce que nous voici, nous aussi, à un moment d'une extrême gravité dans la situation internationale. Comme vous, je suis profondément inquiet et révolté. Inquiet de voir la violence, la guerre se développer, se répandre à nouveau à travers le monde, particulièrement dans les pays où les peuples vivent déjà dans la misère et dans l'humiliation. Et je suis particulièrement révolté, comme vous, de voir les dirigeants des premières puissances mondiales, les mêmes qui nous parlent depuis 20 ans de lutte contre le terrorisme, employer à chaque fois les mêmes méthodes, à commencer par les interventions militaires, pour un résultat qui n'est pas seulement nul au regard des objectifs affichés, mais qui empire chaque fois la situation. Ces dirigeants qui s'entendent si bien pour régler l'ordre du monde à la place de tout le monde, pour soutenir tous les dictateurs possibles. Le 9 septembre dernier, il y a quelques jours, je le cite, voilà ce que disait Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, le 9 septembre. Ne boudons pas notre plaisir. Les résultats de 2013 sont en forte hausse. Il parle du commerce des armes de la France. Et ce, en dépit d'une très rude concurrence internationale et de la tendance au recul des dépenses militaires des États occidentaux qui orientent à la baisse le marché de l'exportation de défense. La France, poursuit-il, grâce à notre mobilisation collective, a obtenu des résultats meilleurs qu'en 2012. En un an, les exportations d'armement ont réalisé un bond de près de 43% avec un total de près de 7 milliards d'euros de prise de commande en 2013. Ces résultats, poursuit-il, qui sont exceptionnels au regard de ces dernières années, mais surtout prometteurs, permettent à la France de figurer parmi les 5 premiers exportateurs mondiaux de matériel de défense aux côtés des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Russie et d'Israël. Et il termine. Sans les exportations d'armement, le déficit commercial de la France sur la période 2008-2013 aurait été de 5 à 8 points le plus élevé chaque année. Évidemment, ces déclarations d'un incroyable cynisme, peu importe pour notre ministre de la Défense que ce commerce alimente les répressions, les crimes de guerre, les trafics d'armes, les guerres privées ou le mercenariat que notre gouvernement prétend soi-disant combattre avec sa politique étrangère et de défense. Car ces ventes d'armes, si profitables financièrement en 2013, où ont-elles servi? À qui ont-elles servi? Quelles menaces prétendument terroristes ont-elles endiguées? Ces armes, elles ont par exemple été vendues à la Turquie d'Erdogan pour servir à réprimer les manifestants de la place Taksim et les morts et les blessés, les milliers de blessés que cela a entraîné. Ces armes, elles sont allées en Tunisie sous le gouvernement d'Ernada. D'autres encore sont allés en Israël pour, à lui seul, plus de 35 millions d'euros.
et elles ont sans nul doute servi au bombardement qui cet été et à l'offensive terrestre israélienne qui cet été ont fait plus de 2000 morts palestiniens et plus de 12 000 blessés. Au peuple palestinien, et nous l'avons fait à de nombreuses reprises dans cette fête, je veux redire ici une nouvelle fois de la fête de l'humanité, notre pleine solidarité et fraternité et notre engagement pour obtenir des sanctions contre Israël dans le mois de mobilisation que le collectif national pour une paix juste et durable est en train d'initier pour le mois d'octobre, pour amplifier la campagne, pour exiger du gouvernement français des sanctions contre le gouvernement d'Israël, car il ne suffit plus de parler, il faut maintenant contraindre le gouvernement israélien, et cela passe par une campagne internationale pour des sanctions, et non plus seulement pour invoquer d'éventuelles négociations dont on voit bien que le gouvernement israélien a décidé de les refuser avec obstination. Et nous serons évidemment de toute cette mobilisation au mois d'octobre, avec un grand week-end qui est prévu pour le 10 et 11 octobre, et une initiative de convergence nationale à Paris le 18 octobre prochain. Non, pour ce gouvernement, les ventes d'armement participent à regonfler la balance du commerce extérieur. Et ils nous disent, alors continuons. Et on nous dit aussi, aujourd'hui, pour contenir la menace terroriste qui se répand, nous devons intervenir militairement. Nous avons depuis 10 ans entendu à de multiples reprises ce refrain, et c'est toujours le même. Mais d'où sortent les forces obscures comme l'État islamique, qui vient de se rendre hier encore coupable d'un crime horrible avec l'assassinat de l'otage britannique? D'où sortent ces forces obscures comme l'État islamique qui déciment un peuple entier? Elles ne sortent pas de nulle part, et il faudrait s'expliquer sur cela. Car n'ont-ils rien retenu, nos dirigeants, des interventions en Afghanistan, en Irak, en Libye? Lequel d'entre eux aura l'honnêteté d'avouer qu'elles ont été des désastres, chacune de ces interventions? Leur fournir des armes et des hommes en contribuant à faire tomber en déliquescence des États entiers comme en Irak, en Libye ou au Mali, en attisant eux-mêmes pour diviser ces peuples le confessionnalisme et le communautarisme, en laissant dans toute cette région la misère et l'humiliation grandir. Pourtant, des responsables américains osent maintenant le dire, comme on l'a lu il y a quelques jours dans les colonnes du journal Le Figaro. Charles Cogan, ancien chef du bureau parisien de la CIA et de son département Proche-Orient et Asie du Sud à la direction des opérations américaines, a déclaré le 15 juillet dernier, et Le Figaro rapportait ses propos, la guerre en Irak est certainement la plus grande erreur de l'histoire des États-Unis. Cogan ne fait en fait que confirmer les nombreuses mises en garde de tous ceux qui à l'époque, et à l'époque au premier rang desquels se situait le gouvernement de la France, qui à l'époque se sont levés contre cette intervention militaire, qui a poussé la région vers le point de basculement où elle se trouve aujourd'hui, où les islamistes et les djihadistes se renforcent du chaos et de la misère. Et maintenant, que suggèrent-ils ces stratèges émérites? Eh bien, ils nous proposent de recommencer dans toujours la même chose. Je veux dire ici que leur responsabilité, ce n'est pas de rajouter de la guerre à la guerre. Notre responsabilité, celle de la France, devrait, plus que jamais, être d'inventer des solutions politiques nouvelles, que ces dirigeants reconnaissent les erreurs terribles qu'ils ont commises, par exemple à l'égard du peuple kurde, quand ils désignaient ce peuple kurde et ses dirigeants, et le PKK et ses organisations, comme des organisations terroristes, les laissant aux prises avec cette situation terrible.
et les fanatiques se nourrissent d'abord de ce chaos, de la misère. Ils se nourrissent de la misère, de l'injustice, des inégalités et de leur cortège d'humiliation. Ils profitent du vide laissé par des États défaillants, corrompus, par des blessures de sociétés fragmentées et divisées par les haines religieuses ou raciales. Si la pauvreté a un peu reculé dans le monde, on le voit notamment aux pays émergents, par exemple en Amérique du Sud, reste que les plus grandes fortunes annuelles mondiales représentent en 2014 de 2 à 4 millions d'années de SMIC français. Reste qu'en 2012, par exemple, 1,3 milliard d'habitants, soit près du quart des habitants de la planète, vivaient toujours sur le seuil d'extrême pauvreté. Reste que le niveau de vie par habitant des pays de l'OCDE est 3 fois plus élevé que la moyenne mondiale, qu'un habitant des États-Unis vit en moyenne avec 42 000 $ par an, tandis qu'un Éthiopien vit avec 980 $ par an. Inégalité aussi des États face aux multinationales. Inégalité qui serait d'ailleurs particulièrement aggravée au profit des multinationales avec l'application du traité transatlantique qu'ils sont en train de négocier dans le dos des peuples européens, où les institutions bancaires et financières vont prendre à nouveau le dessus, alors que des pays, dans le même temps comme l'Équateur et l'Argentine, décident au contraire de les affronter et de se battre pour les intérêts de notre peuple, et que le rôle de la France, plutôt que de pousser à ce traité transatlantique qui va renforcer la loi des multinationales, devrait être aux côtés de ces gouvernements équatoriens et argentins pour refuser la loi que ces multinationales tentent de leur imposer. Le monde qui a profondément changé aussi parce que des peuples ont réussi à garder ou à reprendre la maîtrise collective de leur vie et de leur avenir. C'est particulièrement vrai en Amérique latine, dont le précurseur, Cuba, continue de se battre avec courage contre un blocus totalement illégitime et illégal. La langue que devrait parler la France devrait être celle qui prône la dissolution de l'OTAN et une refonte de l'ONU. Et une refonte de l'organisation de l'ONU démocratisée, avec un Conseil de sécurité véritablement élargi et la revalorisation des principes fondateurs de l'ONU, de son rôle et de ses instances, notamment le rôle de l'Assemblée générale, la seule où chaque pays est à égalité, où chaque peuple compte pour un. Nous ne pouvons nous résoudre à la situation du monde actuelle, et il n'est pas de réponse simple aux crises que nous traversons, nous en avons parfaitement conscience. Mais nous savons qu'il y a des choix à faire, soit la concurrence, l'injustice et la domination, comme c'est le cas aujourd'hui, soit l'égalité, la coopération et la solidarité. En juin dernier, c'est ce deuxième choix qu'ont exprimé les 133 pays représentés au sommet groupe des 77 plus Chine qui s'est tenu en Bolivie. Voilà de quoi on aimerait que la France nous parle. Leur objectif à ces 163 pays est de s'engager ensemble pour, je cite, un nouvel ordre mondial du bien vivre qui implique un autre ordre économique international basé sur des échanges justes, sur un système monétaire international démocratique, libéré de la domination des grandes puissances et du dollar, sur la nécessité d'un partage des savoirs et des transferts de technologies. La place de la France, la place de l'Europe devrait être à côté de ces pays et non pas une Europe qui s'enfonce